cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et au Savoyarde. Écoutez, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, il y a pas mal de changements dans l'équipe. Tout d'abord, Laurine, mon habituelle co-animatrice, prend un petit peu de recul avec l'émission et laisse la place à un nouveau venu. Alors j'aimerais, pour commencer, avoir une petite pensée pour Laurine qui a partagé l'antenne avec nous ces derniers mois et qui a été d'une aide précieuse et d'une grande justesse sur toutes les émissions. Pour tout ça, écoute, je te remercie au nom de toute l'équipe de 9-2-1 Partez. Tu sais que tu es toujours la bienvenue parmi nous si tu souhaites revenir parler de sport un jour. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'équipe accueille un nouveau chroniqueur en la personne de Tom. Bienvenue à toi, Tom. Merci à tous, salut Adrien, salut à tous et un grand merci de m'accueillir aujourd'hui avec vous sur le plateau. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Écoute, merci à toi d'être avec nous. Tu vas pouvoir apporter toute ton expertise du sport local et particulièrement du trail, dont tu es un grand passionné. Donc voilà, encore une fois, ravi de t'avoir parmi nous. Je suis sûr que ça va super bien fonctionner avec toi et qu'on va pouvoir faire de belles émissions. On va pas oublier l'équipe habituelle, bien sûr. En plateau aujourd'hui, on a avec nous Justine. Comment tu vas ? Ça va, très contente d'accueillir des nouvelles têtes autour du plateau et puis l'émission s'annonce d'être encore super intéressante avec les invités, donc très contente d'être là. Exactement, on a pas mal de monde qui va passer sur le plateau aujourd'hui et ça va faire du bien. On va avoir au programme ce soir une grosse page trail pour commencer avec un très gros événement à venir en Savoie. Pour cela, on aura organisateur et sportif pour nous en parler. On poursuivra l'émission avec un rendez-vous incontournable d'Aix-les-Bains. Ça va avoir lieu très bientôt. On va pouvoir parler bécane, ça va être sympa. Et pour finir, comme d'habitude, on écoutera les chroniques de Justine et de Driss qui nous rejoindra tout à l'heure, qui vont nous partager les dernières actualités et les résultats de nos clubs savoyards, ainsi que les rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, le décor il est planté. On va tout de suite pouvoir commencer avec ce que j'ai dit, donc le trail. Qu'est-ce qui arrive bientôt ? C'est le Grand Raid 73, très très connu et puis surtout très gros événement du calendrier trail. La saison, elle vient de commencer justement et pour cela, pour nous en parler, on accueille avec nous Laurent Lambert, organisateur de cet événement. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce soir, surtout pour parler de sport nature et de trail. Donc je suis ravi qu'on puisse échanger, et notamment sur le Grand Raid, qui est un bel événement qui a lieu le week-end prochain, le samedi 25. Exactement, merci à vous d'être parmi nous. Et puis on a également le côté sportif avec Rémi Berchet. Bonsoir à toi Rémi. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir également. Merci à toi. Écoutez, on va pouvoir commencer tranquillement. On va parler un petit peu d'histoire pour commencer. Je m'adressais à vous, Laurent. Et comment est-ce que le Grand Raid 73 est né ? Par quoi est-ce qu'il a commencé ? Quels sont un petit peu ses premiers battements d'ailes ? Les premiers battements d'ailes du Grand Raid 73, ça date de 2003. Donc au départ déjà du village de Cruet. Aussi vieux que moi. Merci pour les vieux. Mais moi, je m'estime pas vieux. Première année 2003. Avec déjà une organisation qui avait un état d'esprit qui nous a plu et qu'on a conservé au fil des années. Et puis au fil des années, l'événement a grossi. On arrive maintenant au max de concurrents qu'on peut accueillir sur la commune et dans l'infrastructure de Cruet. Et puis même en termes d'état d'esprit, je trouve que c'est bien qu'on limite le nombre de concurrents. Donc on est limité à 950 partants. Et au fil des années, différents formats se sont rajoutés. 10, un 23. On a rajouté il y a 2 ans maintenant 50 km en distance intermédiaire. Et puis on peut aussi faire le grand format, le Grand Raid 73, qui est l'épreuve phare de 73 km. Donc les années on rajoute un peu de bonus, mais donc 73 km qu'on peut faire soit en solo et depuis 3 ans on peut le faire aussi en relais maintenant. Okay. Ce qui permet à des personnes qui ne sentent pas de faire le grand d'aller découvrir le territoire des Bauges, mais en s'économisant un petit peu en faisant que 40 puis 30 km. Ok, très bien.
vous nous dites que ce Grand Raid 73, il prend lieu et place à Cruet. Pourquoi un petit peu le choix de cette ville? Comment est-ce que ça s'est fait et ça s'est retrouvé ici? Je pense que l'organisateur qui a lancé le trail à Cruet était un local. D'accord. Et du coup, on a gardé ce village d'accueil qui nous accueille dans des super conditions. La mairie nous aide vraiment beaucoup. Donc on est très heureux, même si l'infrastructure est un peu limitée, on est très très bien à Cruet, dans un petit village assez typique. Et c'est ce qui fait le charme aussi de l'épreuve et du départ. On n'est pas centre-ville, on est tout de suite dans les sentiers. Et on revient tout de suite dans les sentiers, c'est super agréable. Ok, d'accord. Moi, j'aimerais un petit peu parler de votre rôle et de ce que ça représente pour vous d'organiser un événement de cette taille. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce que ça vous fait. Et en fait, moi, je suis d'abord un pratiquant de trail, donc amoureux de cette discipline et de ce sport. Et il y a quelques années, j'ai souhaité rejoindre le comité d'orga du Grand Raid 73. Et puis, ça fait 4-5 ans que je suis au comité. On a une équipe, cette année, on est nombreux, on a une vingtaine au comité, parce qu'il y a une partie de l'équipe en place qui passe la main doucement à une nouvelle partie de l'équipe. Donc, on travaille en binôme sur certains postes. Ça se fait dans une très, très bonne ambiance. Et donc, c'est un travail qui débute, je dirais, dès que la fin de l'édition est terminée. Réunion bilan au mois de juin, et on repart déjà sur les grandes lignes de l'organisation de l'année d'après. Réflexion sur les parcours, réflexion sur le retour qu'on a sur les bénévoles. On se rencontre une fois par mois pendant toute l'année, et puis on a un peu plus de réunions à partir du mois de février-mars. Et là, on est passé de la partie un peu généraliste à vraiment dans l'opérationnel depuis une semaine. Et encore toute la semaine qui arrive, là, on est plutôt dans les réglages des derniers détails. Mais c'est une activité qui est hyper passionnante. On est tous bénévoles, donc c'est aussi un point à marquer. Hein. On fait tous ça par passion, donc ça se fait vraiment dans une ambiance qui est très sympa. Ok. Très bien. Ouais, j'avais une petite question au niveau de tout ce qui est les difficultés administratives. On voit qu'en 2024, en ce début d'année en tout cas, on a une multitude de courses, de courses phares au niveau national qui jettent l'éponge, en parlant poliment, du fait de cette lourdeur administrative, des difficultés sur les passages sur les terrains. On sait que c'est très complexe. Comment, de votre côté, vous gérez et vous arrivez à passer au-dessus de tout ça? On gère au mieux qu'on peut. C'est un point qui est effectivement important. On a adressé notre dossier en préfecture il y a plus de 2 mois et demi. Et aujourd'hui, à J-10, on n'a toujours pas le dossier qui est validé. Donc c'est une partie de stress. Alors qu'on a des très bonnes relations avec les communes, on rencontre les communes, on a 11 communes sur lesquelles on emprunte les sentiers. Donc on a des liens très étroits avec les communes, on rencontre les communes et on échange avec les maires, avec l'ONF, avec toutes les parties prenantes pour qu'on puisse avoir les bons tracés, qu'on n'ait pas de no-go. Donc on est super à cheval là-dessus. Et puis encore une fois, avec l'expérience, et on est très rodé là-dessus. Mais néanmoins, on s'aperçoit qu'effectivement, la dernière validation, même si tout est OK, ça met encore du temps. Donc c'est un peu de stress. Il paraît que c'est un peu l'habitude. Mais effectivement, c'est une des tendances qu'on a vues où des courses ont été annulées pour des communes qui ne donnent pas les autorisations de passage. Heureusement, dans les Bauges, le cas ne se présente pas. Et encore une fois, on rencontre et on échange régulièrement avec chacun des maires. Pas plus tard qu'encore ce matin, j'étais avec des maires au téléphone. Donc c'est plutôt une relation de proximité qui permet aussi de tisser des liens, qui nous permet d'avoir assez facilement des autorisations. Et puis on a aussi la chance de proposer un sport, une pratique qui est plutôt proche de la nature, dans un esprit, on va dire, de protection. C'est pas un sport mécanique, il y a très peu de déchets, on a des serre-files qui ramassent le moindre déchet, donc on laisse à chaque fois le territoire aussi propre qu'on l'a trouvé en arrivant. D'accord. Et justement, c'est quoi un petit peu les points clés que vous devez respecter impérativement et qui sont un petit peu, chaque année, les choses à laquelles vous faites le plus attention en dehors de ça? Ce qu'on respecte surtout, c'est de rester le tracé, les 100% dans des chemins qui sont tracés. On n'emprunte pas de chemin de manière sauvage. On ne fait pas passer les coureurs au milieu d'un champ de fleurs ou d'une protection, des choses comme ça. Donc on reste que sur des sentiers qui sont des sentiers balisés ou des pistes forestières. Et on fait surtout, la demande qu'on a eue, c'est surtout de respecter les chemins et pas d'aller tracer des parcours qui passent au milieu de nulle part, quoi. Parce que mine de rien, il y a entre 200 et 400 coureurs par course. Ça fait quand même des traces, tout ça, dans la nature. Donc autant qu'on reste effectivement sur les sentiers. Et puis, ce sur quoi on est très très vigilant,
c'est aussi les déchets. Donc on ne veut pas voir un déchet par terre. Le coureur qui jette un déchet, on lui reprend son dossard, il ne termine pas la course. Ouais. Bon, comme ça c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un peu normal, on va dire. Aujourd'hui, il faut plus être étonné de ces façons de fonctionner. En tout cas, c'est comme ça qu'on devrait tous fonctionner d'ailleurs. Moi, j'aimerais un petit peu parler chiffres très rapidement. Voilà, on a parlé des distances, on a parlé un petit peu de bénévoles, mais en termes de nombre, ça représente quoi? Et cette année, en participant également, c'est quoi un petit peu la part d'hommes, de femmes, au niveau des tranches d'âge aussi, comment est-ce que ça se présente? Ouais, donc là, on parle sur les participants. Donc, comme je le disais, on limite à 950 participants au cumul de toutes les courses. Donc, en fonction des taux de remplissage des courses et de la vitesse. Mais cette année, on a beaucoup de monde sur le grand parcours. Okay. Mais les relais, donc les relais plus les solos, on est à plus de 400 participants sur le grand. Et on a généralement le 10 km se remplit dans les 15 derniers jours, mais comme on est complet depuis le mois de février, on a une petite centaine de concurrents sur le 10 km. Okay. Et entre les deux, le 50 et le 23 sont à peu près 250 coureurs chacun, 250, 280. En termes de répartition, au global, c'est 25% de féminines. Okay. Et on voit qu'avec les courses, 11% de féminines, par exemple, sur le grand parcours, et on tombe à plus de 52% sur le 10 km. Donc le pourcentage s'inverse, et sur le 23, on est à peu près à 50-50 également. Ah, c'est pas mal. C'est intéressant, c'est un public, on voit dans la pratique, il y a de plus en plus de filles aussi qui font du trail, et même de longue distance, parce qu'elles performent assez bien. Donc ça, c'est intéressant. En tranche d'âge, je dirais que c'est plutôt la 30 jusqu'à 50 qui est la majorité, mais bon, ça se rajeunit aussi. Et on a le même constat de rajeunissement, et ça, c'est plutôt intéressant sur les bénévoles. On a mobilisé cette année plus de 170 bénévoles. Donc c'est important, c'est la première année qu'on arrive autant. On a encore des demandes là pour nous aider. Et on s'est appuyé là aussi beaucoup sur les clubs locaux, notamment le Team Trail d'Aix-les-Bains qui vient nous aider en masse. On a aussi le trail de Saint-Pierre-d'Albigny, et puis il y a un joli club de trail à Cruet aussi, le CRC, le Cruet Running Club, qui vient aussi en participant et aussi en bénévole. Donc on arrive à 180 bénévoles quasiment, avec un public de bénévoles qui s'est aussi rajeuni, parce qu'on avait un problème aussi de ce côté-là, qui était une population, il faut du temps pour être bénévole. Ouais, bien sûr. On avait plutôt une population de retraités et un peu au-delà. Donc on est tout content d'avoir des jeunes dans l'équipe aussi. Ouais, c'est génial. Et il est vrai que le Grand Raid, il va sur sa 21e édition dans quelques jours. Il est marqué dans le territoire savoyard, même au niveau du département, de la région, même national. Il a vu passer plusieurs grands noms, notamment je pense à Sylvain Court, qui a été également sacré champion du monde. Dernièrement, il a vu aussi passer Benjamin Roubiol, qui a été également sacré champion du monde, sacré également champion de France il y a quelques semaines. Mais pas que, c'est aussi des athlètes locales et accessibles à tout le monde. Voilà, c'est aussi finalement votre identité. En trail accessible autant pour les élites que finalement pour un athlète ou une personne qui voudrait se lancer en défi sur notre territoire. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on a la Cruet la particularité d'être, je pense, le village de France qui a le plus en densité de champion du monde de trail. Effectivement, il y en a eu 2. Donc Sylvain Court en 2015 et puis Benjamin l'année dernière. Et effectivement, pour la petite histoire, Benjamin, il a goûté au trail grâce au Grand Raid. Son papa faisait le Grand Raid et il l'a accompagné sur un dernier kilomètre. Et depuis, il est loin devant, mais son papa continue à courir quand même. Donc oui, effectivement, on est plutôt une course populaire. Ça nous fait très plaisir d'avoir des têtes d'affiche. Et en termes d'image, c'est très plaisant. Mais c'est surtout aussi que notre course, elle a un ratio distance dénivelée qui a un format d'entraînement pour les élites qui est quand même super intéressant. On l'a vu il y a 2 ans avec Thibaut Garivier, Sylvain Court et Benjamin qui font le podium. Cette année, on a aussi un très joli plateau, notamment avec Rémi qui l'a gagné en 2015, qui revient cette année sur le 50. On a aussi un plateau d'élite qui est intéressant. Donc ça, c'est bien pour la com. Et puis ça prouve aussi que les tracés qu'on arrive à proposer sont intéressants, y compris pour l'élite. Et après, effectivement, pour le coureur lambda, qui aime bien les efforts longs, il y a de quoi faire dans les Bauges. Bien évidemment, le jour de notre course, mais le territoire des Bauges est pour ça un terrain de jeu qui est fantastique. On n'a pas besoin de faire des kilomètres de voiture quand on a la chance d'habiter par là. On a de quoi bien faire à 10 minutes de la maison, quoi.
Et ben justement, on parle un petit peu de ce mixte entre grands professionnels, champions, et puis une grande communauté un petit peu plus personne lambda. Mais en soi, qu'est-ce que vous remarquez en termes de renouvellement et puis surtout de j'ai plus le mot. Ça attire plus entre guillemets le trail aujourd'hui. Vous remarquez quand même que la discipline, elle attire plus d'amoureux, plus de personnes qui n'étaient pas forcément aptes qui n'avaient pas forcément l'envie de sortir et faire ce genre d'épreuve auparavant. Je crois que moi je suis un passionné de trail, donc je sais pas si je suis très très objectif, mais je pense qu'une fois qu'on a quitté le goudron, qu'on a du basket de trail, qu'on a découvert des panoramas qu'on découvre en faisant la pratique du trail, on n'a plus envie de remettre les baskets et d'aller faire du plat sur du goudron. Donc effectivement, on le voit bien en termes de pratique, hein, même quand on s'entraîne les week-ends, quand on se balade, on croise de plus en plus de gens qui s'entraînent sur les chemins, qui se baladent. Il n'y a plus forcément une recherche non plus de performance. C'est d'abord une recherche de dire je me fais un truc, une belle sortie en montagne, dans un caractère, effectivement, j'ai payé un dossard, il y a une notion de performance, mais il y a surtout toute une organisation. J'ai mon ravito qui est organisé, j'ai le parcours qui est balisé, je suis en sécurité, il y a des secours. Donc c'est aussi une notion de dire, je mets un dossard, effectivement, mais c'est surtout pour aller passer un moment avec des bons copains. On se fait une sortie, on le voit dans les publics, là on a quasiment tous les départements français qui sont représentés, de très grosses délégations. On a un club là, de Dijon qui viennent à 50, on est à la sortie du club, les Crocos de Dijon, et on a des gens du Nord qui viennent d'une vingtaine, donc on a des communautés qui viennent, et c'est bien l'esprit du trail, je trouve, de se retrouver comme ça entre copains. On passe une grosse journée en montagne, on profite des panoramas, on le voit, il y en a beaucoup le long du parcours, ils sortent les appareils photo, ils prennent des photos. Effectivement, l'athlète qui joue le podium, il va pas sortir l'appareil photo, quoique, mais en tout cas derrière, il y a de super clichés qui sont posés après chaque édition. Et c'est cet esprit-là qu'on retrouve, qui est plutôt convivial, qu'on ne retrouve pas forcément dans des courses sur goudron orientées un peu plus compétition. À moins d'aller faire le marathon du Beaujolais ou celui de Médoc. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est ça. C'est l'engouement. C'est ça le mot que j'ai cherché tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie de l'ADN du trail, tout ça. On parle de paysage et tout ça. Moi, j'aimerais un petit peu savoir à quoi on a affaire justement sur le Grand Raid 73 en termes de spécificité du parcours. Quelles sont un petit peu les particularités des chemins que vous allez emprunter et quel type de paysage justement on retrouve pendant que les trailers performent. Ce que je disais tout à l'heure, on a effectivement un ratio de distance dénivelé sur tous les parcours qui font quand même bien qu'on soit dans les Bauges, qu'on n'ait pas de sommet à 3000 dans les Bauges, on arrive quand même à proposer des formats qui piquent, comme on dit, hein, et qui laissent pas les cuisses indifférentes. Donc je dirais que la première spécificité, effectivement, c'est des terrains plutôt vallonnés et même avec de belles bosses. Et puis aussi des descentes qui sont techniques. On arrive à faire des parcours qui sont plutôt à partir du 50 km et pour des athlètes qui préfèrent quand même les sentiers techniques et montagneux. On a beaucoup de sentiers, quelques pistes forestières, mais je dirais plus de 60% du parcours se fait sur du sentier, donc du monotrace qui est super plaisant, en forêt, et puis après dès qu'on dépasse les 1700, les 1600, on se retrouve là sur les alpages avec notamment cette année la superbe crête du Margeria, et puis en point d'orgue la montée au Colombier par la magnifique arête du Colombier, qui celle-ci effectivement est un lieu à photo fantastique, quoi. Ok. Et on le sait, quand on organise un événement à taille qui reste à taille humaine, mais quand bien même qui prend déjà de l'ampleur, il y a des bons moments, mais il y a aussi des moments peut-être douteux ou qui peuvent être pas forcément simples à gérer en tant qu'organisateur, avec tout ce qui est responsabilité, etc. Souvent au dernier moment ou dans le rush. Si vous avez une petite anecdote. Non, mais pour l'instant, comme on est encore à J-10, pour l'instant, tout marche bien. Comme dirait l'autre, jusqu'à là, tout va bien. Non, la petite anecdote, c'est par exemple, mardi soir, on avait la réunion des bénévoles et on s'est retrouvé une demi-heure avant la réunion. On n'avait pas de vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur qui devait être là était pas là. Donc voilà, le petit coup de stress, mais assez gentillet, donc ça met un peu dans l'ambiance. On sent que la pression monte, hein. Mais le gros avantage, c'est qu'il y a une grosse équipe avec de l'expérience, un gros transfert qui se fait, les tâches sont bien réparties, chacun a ses missions, une bonne coordination, donc normalement, on n'a rien oublié, ça devrait bien se passer. Ouais, vous avez quand même une
une belle responsabilité sur les épaules, en tout cas pour la dose de personnes que vous accueillez. Qu'est-ce qui se passe après ? On va pas parler de malheur, évidemment, enfin, c'est pas le but, mais s'il y a des soucis, un petit peu de blessures ou d'accidents, qu'est-ce qui est mis en place ? Comment est-ce que ça fonctionne s'ils sont en plein milieu du parcours ou ce genre de choses ? On a effectivement on est très attentif à la sécurité et puis on est d'un point de vue légal aussi obligé d'avoir des médecins. Donc on a un PC course qui est géré par nous organisateurs et on a une équipe de médecins externes qui est un prestataire externe qu'on prend, qui vient avec un médecin, des secouristes, des véhicules 4x4, des quads, et qui répartit son équipe en fonction des besoins et de l'analyse du parcours qu'elle a pu faire. Donc il se déplace au fil des parcours, au fil de la journée. Et donc on s'appuie effectivement sur notre PC course, qui lui est en relation par radio avec tous les points de contrôle et tous les ravitaillements. Donc on a une 30aine de postes, il y a des radios, plus une équipe de médecins indépendants qui, elle, se balade sur le territoire pour intervenir au plus près des cas de blessures. Ok. Et finalement, on a eu plutôt le côté organisation. Et qu'est-ce qu'en pense finalement le côté athlète ? Donc je pense que Rémi, on aura plutôt un retour inside prépa avant le trail. Comment s'est passée ta préparation ? Moi ma préparation c'est bien passé. Je fais beaucoup de ski alpinisme l'hiver. Donc je reprends un petit peu plus tard la course à pied que les gens qui sont plus bas dans la vallée. Je viens de M-la-Plagne, donc c'est vrai que c'est propice à la pratique du ski un petit peu plus longtemps. Et puis voilà, moi je suis toujours content. Effectivement, j'étais venu en 2015 faire le grand parcours et j'avais pu gagner avec Lionel Bonnel. Et j'ai déjà fait plusieurs fois également au début que je courais ils appelaient ça le petit Savoyard. Je sais pas si c'est encore le cas. C'est donc le 23 km. Et c'est des terrains qui sont super sympas à courir. On peut trouver un petit peu de tout en fait. On trouve du single, de la forêt, des crêtes, des alpages. Enfin, c'est vraiment un joli événement. Et si j'ai bonne mémoire, on avait eu en plateau un skieur alpiniste qui nous parlait justement que lui, pour le coup, en été, il faisait pas mal de trail. Donc comme quoi, c'est des disciplines qui sont vachement liées, en tout cas en fonction des saisons. Moi, Rémi, j'aimerais un petit peu revenir sur tes débuts en trail. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire de la compétition? D'où te vient en fait cette passion pour cette discipline? Alors j'ai découvert ça un petit peu par hasard en fait. Je suis skieur à la base, donc je faisais pas du tout de ski de randonnée. J'étais particulièrement feignant quand j'étais plus jeune. Je faisais des derbies, du freeride, de la compétition toujours, mais donc plutôt à la descente. Et en fait, je me suis mis à courir pour préparer mon hiver, pour me préparer les jambes pour le ski. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris goût à cet effort, au côté je me balade dans la montagne, c'est beau et je suis tranquille tout seul. Et voilà, de fil en aiguille, il s'avère que je suis pas trop mauvais, donc j'ai grimpé un peu sur les distances et puis voilà. Maintenant, c'est pas du tout mon métier, hein, mais disons que je pratique très assidûment ce sport. Et justement, on le disait tout à l'heure, tu remportes cette édition 2015 du Grand Raid 73. Quel souvenir tu en gardes justement de cette course-là il y a maintenant 9 ans? Je vais pas dire que c'était un mauvais souvenir, hein, pas du tout. Ça s'était bien passé. Je me souviens que donc il y avait Lionel Bonnel et puis il y avait, il me semble aussi Mathieu Brignon qui maintenant est guide de haute montagne. On s'était assez vite sauvés tous les trois. Il devait y avoir Sébastien Gérard aussi, je crois. Et puis on s'était retrouvés à se tirer la bourre, un coup l'un devant, un coup l'autre. Et puis Lionel était parti dans une bosse, je sais plus trop où c'était. Il était parti tout seul. Moi, j'avais pas réussi à suivre. Et puis en fait, sur la fin du parcours, il avait un petit peu coincé, donc j'étais revenu sur lui. Et là, vu qu'on avait pas mal d'avance sur les poursuivants, et du coup, on avait discuté, puis on s'était dit que ça pouvait être chouette de terminer tous les deux. Ok. Et Rémi, je sais que tu as eu une grosse opération du genou en 2020.
Et pour la petite histoire, en automne 2023, tu finis 5e de la Diagonale des Fous. Derrière, en grand et intouchable Aurélien Dunant-Palace, d'ailleurs, qui est au Savoyard, pas très loin. Une sacrée leçon de résilience, j'imagine, pour revenir à ce niveau. Ouais, ça a pas été simple, effectivement. Bon, après, c'était pas une grosse opération, mais c'est vrai que la rééducation derrière, elle a pris, comme souvent, un petit peu plus de temps que prévu. C'était une suture du ménisque. Et puis après, il y a eu des petites complications à droite à gauche. Donc ouais, ça a été long. Ça a pas été toujours très drôle, mais comme toutes les blessures, hein. On me disait, tu verras, tu reviendras plus fort. J'y croyais à moitié. Quand on est au fond du seau, on entend ça à demi-mot, mais voilà, ouais, c'est vrai que la Diagonale des Fous, après, c'est un terrain que j'apprécie parce que c'est technique, parce qu'il y a pas de plat. Enfin, c'est pour les montagnards, hein. Tu parlais d'Aurélien. Voilà, c'est pareil, il fait du ski alpinisme, on se croise l'hiver, on apprécie, hein, ces terrains escarpés. Et en tout cas, ouais, ça donne le goût et l'envie de continuer à s'entraîner quand on voit que ça finit par payer, quoi. Et justement, pour cette édition 2024 du Grand Raid 73, qu'est-ce que tu as travaillé spécifiquement et en préparation, comment est-ce que tu as bossé de ton côté? Alors, moi, je travaille déjà avec un entraîneur, là, Adrien Séguret. En fait, le 50 km du Grand Raid 73, c'est pour moi une course de préparation pour aller espérer d'être le plus en forme possible sur le 90 km du Mont Blanc fin juin. D'accord. Donc, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire on essaye d'être à peu près le mieux dans tous les domaines, en montée, en descente. Je vais arriver fatigué, c'est prévu. Je vais pas du tout. J'ai des longues sorties encore tout le week-end. Donc voilà, l'idée c'est de prendre cette course comme un tremplin en bossant sur la fatigue pour être fin juin en forme. Et le 90 du Mont Blanc, ce sera le tremplin vers l'UTMB fin août. C'est pour ça que tu choisis le format 50 et pas 73, c'est ça? Ouais, c'est pour ça. Je pense que ça peut passer, hein, mais d'enchaîner le 73 avec le 90 du Mont Blanc, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Mais moi, ce que je disais tout à l'heure, vu que je rattaque assez tardivement la course à pied, 50 km, ce sera déjà pas mal. Ça me suffira bien. Ok. Et une petite dernière question, un petit peu toi qui as côtoyé le haut niveau, qui a dû voir passer de sacrés coureurs sur les grosses compétitions auxquelles tu as participé. Comment tu décrirais ce côté un petit peu sportif de très haut niveau et cette ambiance-là dans la discipline du trail qu'on connaît nous pas forcément, qu'on n'a pas forcément du coup beaucoup de médiatisation à ce niveau-là par rapport à d'autres sports beaucoup plus cotés. Raconte-toi un petit peu qu'est-ce que tu en penses à ce niveau, pour le très haut niveau. Je pense que déjà c'est un tout petit milieu, hein. Donc on se connaît tous. Du coup, l'ambiance elle est plutôt sympa. C'est vrai que en fait on a tous, on se spécialise, hein. Soit il y a des coureurs, des vrais coureurs à pied qui vont aller sur des courses rapides, et puis c'est encore un plus petit milieu dans le haut niveau sur les ultra trails. Donc en fait, quand on se voit, on se charrie et puis voilà, on rigole. Enfin, c'est très bon enfant. Je pense qu'on est quand même encore assez loin de la professionnalisation. Enfin, même si ça avance dans ce sens-là, mais il y a encore du chemin à faire justement pour que ça devienne un vrai boulot, quoi. Il y en a pas beaucoup en France qui vivent de ça. Et justement, pour l'augmentation de la visibilité du trail, des initiatives comme par exemple le circuit Golden Trail Series, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est une bonne chose, une bonne idée? Ouais, c'est super. Moi, je trouve le skyrunning, les Golden, c'est tout de bonnes choses parce que ça met en avant le sport. Après, c'est aussi ce que je dis un petit peu à chaque fois. Faut pas oublier que c'est super, hein, de mettre en avant les élites et tout, mais je cours pour la marque Scott et en fait, nous, on peut être
on peut avoir des contrats avec les marques grâce en fait aux gens qui vont acheter leurs chaussures et du coup au gros du peloton, quoi. Donc faut pas oublier qu'on doit beaucoup aussi à tout le reste des participants, quoi. Ouais, c'est évident. Eh ben écoute, nous on te souhaite bonne chance pour cette édition. J'aurais une dernière question pour vous, Laurent. Qu'est-ce qu'on peut espérer un petit peu pour l'avenir du Grand Raid 73, qui a un petit peu des perspectives d'évolution ou des envies d'améliorer ou de changer quelques petites choses pour les années suivantes? On a plein de projets. Le Grand Raid, comme je disais, on a un statut associatif. Donc déjà, un des objectifs, c'est de garder des prix d'inscription le plus bas possible. On a effectivement des contraintes d'organisateurs, mais par rapport aux usines qu'on peut voir, on reste dans des prix. Par exemple, cette année, on n'a pas augmenté les prix de nos épreuves. On n'avait pas le besoin. Et donc, l'objectif, c'est d'apporter, toujours avec le même prix ou un prix le plus bas possible, davantage de services aux coureurs. Donc là, c'est par exemple des points de chronométrage plus nombreux, des choses comme ça qui sont appréciées. Et puis, en termes de projets dans la tête, on a déjà des petites idées de pourquoi pas rajouter une distance complémentaire l'année prochaine, avec un 110 km. Mais on voulait tester le fameux passage du Golay de l'Agneau là, cette année, qui est un des coins remarquables des Bauges, pour traverser le Margeria. C'est un truc unique. Bon, il s'avère que là, malheureusement, le Golay est fermé parce qu'il y a des risques d'éboulement. Donc on ne pourra pas faire la version 0 là, sur cette année. Mais voilà, on a comme projet d'augmenter non pas le nombre de participants, mais d'aller proposer un format encore supplémentaire. On voit qu'il y a un vrai engouement pour les distances un peu plus longues. Donc on aimerait aussi proposer un nouveau circuit encore. On voit que le 10, le 23 sont des formats qui plaisent, notamment le 23 pour mettre un premier pied dans le trail pour se tester. C'est un bon format, il est quand même pas neutre, il a 1200 mètres de dénivelé chez nous, le 23. Donc il permet de monter du côté de la Tuile, d'être déjà dans les Bauges, et puis de redescendre sur Cruet par un sentier qui est un peu technique. Donc on va garder ces formats-là, et l'objectif c'est d'aller pourquoi pas proposer un nouveau format un peu plus long, parce qu'il y a aussi une demande là-dessus qui peut être intéressante, et puis surtout dans les Bauges, on pourrait faire des 160, des 200. C'est pas les idées qui manquent, c'est pas les chemins qui manquent. Mais voilà, en termes de structure, on est tous bénévoles, on a déjà beaucoup de boulot. Donc, si on rajoute un format, ce sera déjà un beau projet pour l'année prochaine. Ok, très bien. Écoutez, super programme pour les années à venir. En tout cas, c'est bien qu'il y ait toujours cette volonté, cette envie de se renouveler et puis d'aller chercher de nouvelles choses. Plein de nouveautés en tout cas pour les prochaines éditions du Grand Raid 73. Merci à vous, Laurent, d'avoir partagé ce petit moment d'émission avec nous, de nous avoir parlé de ce magnifique événement, et puis bonne chance pour le jour J. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à toi, Rémi, d'avoir aussi partagé l'émission avec nous. Merci pour ton expertise, et puis toi aussi, on te souhaite encore une fois bonne chance et de performer au maximum, et on croise les doigts pour pas que tu te blesses ou qu'il y ait de pépins physiques d'ici là. Et super, merci beaucoup. Merci à vous, et on va prendre un petit moment, on va faire une petite pause, relâcher un peu la pression. On se retrouve tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et de retour sur les antennes de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de l'émission 9 de 1 partez. On vient de terminer avec Laurent et Rémi pour parler du Grand Raid 73. C'était un super moment. On a pu un petit peu décortiquer tout cet événement. Je sais pas ce que tu en as pensé, Tom, mais c'était franchement une bonne mise en bouche, une bonne entrée en matière, et puis à mon avis ça pouvait donner beaucoup d'envie et beaucoup d'idées aux gens pour essayer de se lancer dans le trail. Oui, je te rejoins, Adrien. En effet, de superbes échanges entre la partie organisation et puis la partie le point de vue de Rémi. Donc on a passé un agréable moment. Exactement. Et puis c'est pas fini, l'émission continue avec la deuxième partie de l'émission où, comme prévu, on va parler un petit peu plus mécanique, un petit peu plus moteur, et puis culture américaine surtout. Pour cela, on accueille Gilles Yeti. Vous êtes l'organisateur du Trike Fest qui aura lieu à Aix-les-Bains incessamment sous peu. Ça arrive très vite. Bonjour. Oui, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous. Oui, effectivement, retour d'une manifestation assez populaire sur Aix-les-Bains. Une manifestation qui s'est arrêtée après 3 éditions, 2015, 2017, 2019.
Le Covid est passé par là. 2021, on a essayé de la réorganiser, la reprogrammer, on n'a pas pu. Depuis le 22 non plus. Et puis la voilà de retour cette année en 2024. C'est dans à peu près 15 jours. D'accord, très bien. Eh ben écoutez, j'aimerais comprendre un petit peu, de quoi il va être question, et puis surtout, de ce que j'ai compris, il y a un type de véhicule qui est à l'honneur et qui est assez particulier. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces trikes? Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors, un trike, c'est un véhicule hybride. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une moto, c'est un mélange des deux, tout simplement. D'accord. C'est une moto à 3 roues ou une voiture à 3 roues, ça dépend. Il y a différents types de trike. Voilà, ça rassemble en fait tous les passionnés de véhicules à 3 roues. C'est des véhicules un peu particuliers, en tout cas qu'on ne voit pas beaucoup. Et sur cet événement qui va se passer à Aix-les-Bains à la fin du mois, effectivement, on va en voir vraiment énormément, et ils vont venir de toute l'Europe. D'accord, ok. Donc c'est des motos, des voitures à 3 roues. Ça vient d'où exactement ces véhicules-là? D'où est-ce que c'est vieux un petit peu comme invention ou pas? Alors l'histoire vraiment du trike, elle est américaine. Hein. C'est pour ça qu'il y a un peu une culture américaine derrière. En fait, ce sont des bikers qui sont partis à la guerre et à leur retour qui étaient mutilés. Voilà. Et donc, leurs copains, leurs amis bikers, on leur dit, tu peux plus faire de moto, on va transformer ta moto, on va mettre une 3e roue sur cette moto, tu auras de l'équilibre et tu pourras continuer à faire de la moto malgré ton handicap. Et c'est comme ça qu'est né le trike, en fait. D'accord. Il y a un petit lien aussi avec les sidecars ou pas, j'imagine, non? Il y a un lien parce qu'un sidecar, effectivement, de base, il a 3 roues. Hein. Ouais, bien sûr. Les 2 roues de la moto plus la roue du panier. C'est un lien, ça reste un sidecar, mais ce n'est pas un trike. Le seul lien qu'il y a avec le trike, c'est le nombre de roues, en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Après, les sensations du trike sont bien particulières, en fait. Hein. C'est un véhicule dont la garde au sol est très basse. Et par rapport, on a un guidon de moto pour les trikes conventionnels, un guidon de moto dans les mains et un arrière de voiture. Et en fait, avec cette garde au sol très basse et deux roues à l'arrière, ce sont des roues assez larges, on ne vire pas. On ne penche pas du tout. On vire à plat et on retrouve vraiment l'autre engin mécanique ou l'autre loisir mécanique qui ressemble le plus, c'est le karting, en fait. Ah oui, donc il y a un petit côté monoplace, en fait. Il y a un petit côté monoplace, il y a un côté un peu sensationnel. Voilà. Il y a des sensations qu'on retrouve pas en moto. Moi, je suis motard et triker. D'accord. Ce n'est pas du tout les mêmes sensations et les mêmes plaisirs. Moi, je prends mon pied sur les 2 véhicules, que ce soit sur une moto de roue ou sur un trike. Ok. Voilà. Donc en fait, avec cette garde au sol qui est quand même basse, on retrouve en tout cas, ça crée un semblant d'effet de sol, j'imagine. Et du coup, ça donne quoi un petit peu dans les virages? Ça tient extrêmement bien la route, j'imagine. On peut les prendre rapidement. Ça tient extrêmement bien la route. Et d'ailleurs, quand on se tire un peu la bourre avec des motos, les trikes dans les virages ou dans les épingles, on est... Ouais, ça fait la différence. On est bien plus sécure, en fait. On accroche bien plus la route. Et ces sensations de virer à plat est vraiment complètement différente de la moto. Ok. Donc il y a moyen, comme vous nous le dites, un petit peu de se challenger avec ces véhicules. On peut les pousser un petit peu. Ça peut partir sur quelque chose d'un petit peu sportif. Alors oui, effectivement. Il y a différents types de trikes. Certains sont vraiment pour la promenade, la balade, et d'autres sont un peu construits pour où il y a des watts sur le capot et où on va chercher un peu les sensations. Okay. D'ailleurs, on a des trikers et surtout en Allemagne, parce qu'il est très développé dans ce pays, qui louent des circuits et qui vont se faire des trips le week-end sur des circuits. Ça, c'est typiquement allemand, ça. C'est bien allemand, tout à fait. Et finalement, c'est un hybride entre une voiture, une moto. Donc, quel est le type de permis pour conduire ce genre de trike? Alors, c'est bien particulier. Figurez-vous que les deux permis, le permis moto et le permis voiture, permettent de rouler en trike. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des
des motards frustrés, des personnes qui n'ont jamais passé leur permis moto, qui n'ont pas envie de le passer. Quand ils découvrent le trike, ils disent voilà, bon compromis. J'ai l'impression d'avoir une moto, mais c'est pas une moto et j'ai pas besoin de passer le permis moto. Voilà. Et on a aussi des anciens motards, bikers, qui avec l'âge ne peuvent plus porter le poids de la machine. Ça, c'est aussi un avantage du trike, c'est qu'on n'a pas besoin de porter le poids de la machine. D'accord. Parce que j'ai vu un petit peu des images, voilà, de tout ça. C'est vrai qu'on peut retrouver les trois roues. Oui, il y a 3 roues, mais les 2 roues à l'avant comme à l'arrière. Tout à fait. Les 2 possibilités sont On appelle faisables. ça un peu les trikes inversés, tout ce qui est Spider, Can-Am. Donc il y a vraiment plusieurs types de trikes, et puis il y a toute une communauté autour, et puis on est tous unis par cette particularité d'avoir un véhicule à 3 roues. Voilà, c'est pas les véhicules qu'on voit tous les jours. Et effectivement, cette différence fait qu'il y a une communauté qui s'est créée autour de cette passion-là, de ce véhicule à 3 roues, et on retrouve tout type de 3 roues, 2 roues à l'avant, une roue à l'arrière, et vice versa. Une roue à l'avant, 2 roues à l'arrière. D'accord. Et on peut bien se mettre à 2 sur un trike comme une moto. On peut se mettre à 2, il y a des trikes pour 3, et il existe même des trikes 4 personnes. Ah oui, tout à fait. Ouais. Il faut avoir un peu de puissance pour pousser tout le monde. Oui, vrai. Mais comme c'est plus léger c'est les moteurs de voiture, et comme c'est un peu plus léger, la puissance est au rendez-vous. Ouais, c'est quoi comme type de moteur souvent ? Alors aujourd'hui, le trike type conventionnel, c'est le moteur coccinelle. On a connu ça pendant 20 ans. Aujourd'hui, avec les normes Euro 2, pollution, oui. Maintenant on va retrouver des motorisations de Ford, de Peugeot, de Citroën, de Mitsubishi, tout ce qui se fait dans l'industrie. On n'excède pas les 4 cylindres, ça va jamais trop plus haut. Si, on fait du 6 cylindres, du 8 cylindres en V, Alors, même du 8 cylindres. Quand on va sur du modèle un peu américain ou un peu exceptionnel, on va retrouver les moteurs Chevrolet sur certains trikes. Ça doit faire du beau bruit, ça. Ça fait du beau bruit. Génial. Ça chante. Oui, ça chante, exactement. Il y en a qui diront pas ça, mais moi je suis d'accord. En tout cas, on peut dire que ça chante. Justement, on parle de cette culture un petit peu américaine. C'est ce qu'on va retrouver en grande majorité, sur ce rassemblement du Trike Fest. Il y a quand même une grande association et les gens s'associent beaucoup, vous retrouvent beaucoup dans la culture américaine en France et surtout dans le coin. En tout cas à Aix, oui, parce que cette manifestation, de par son passé, nous a prouvé que les Aixois, en tout cas, étaient très friands de ce type de culture, la culture américaine, parce que c'est pas une culture qu'on côtoie tous les jours. En fait, cette manifestation qui se nomme le Trike Fest, un festival de trike, regroupe trois types de festivals en un seul et même lieu. D'accord. Donc le premier, c'est le festival de trike, c'est un rassemblement de propriétaires de trike. Ils arrivent, comme j'ai pu le dire en début d'émission, de toute l'Europe. Le deuxième festival, qui est inclus dans le Trike Fest, c'est un festival de country et de culture américaine. Mmh. On va retrouver pendant 3 jours sur l'esplanade du lac un chapiteau country et des démonstrations, des initiations, tout ça en libre accès. La manifestation est vraiment en libre accès pour le grand public. Et le troisième festival qui sera aussi dans le Trike Fest, un festival de musique rock et de rock tribute fest. C'est-à-dire on va retrouver des grands groupes de tributes, de grands noms. Comme ça, très rapidement, on va entendre du U2, on va entendre du Johnny Hallyday, du Queen, du Toto, du AC/DC et du Rolling Stone durant tout le week-end. Que des classiques. Voilà. Sur une grande scène d'ailleurs. Et comment est née cette idée de vouloir faire vraiment un grand festival, un grand rassemblement finalement de passionnés de la mécanique, de la bécane? Alors, comment est venue l'idée en fait? Déjà, quand on est possesseur d'un véhicule comme ça, on a envie d'échanger avec les gens. Alors déjà, c'est un véhicule qui attire l'attention. Alors déjà, partout où on se promène, partout où on s'arrête, les gens s'arrêtent, nous prennent en photo, voilà. Donc déjà, il y a une communion et un intérêt du public pour ce type de véhicule. Et ensuite, on a regardé un peu ce qui se passait. Alors bien sûr, maintenant que l'avènement des réseaux sociaux, de la
étoiles, du web, on va regarder un peu ce qui se passe sur les autres continents, enfin sur toute la planète, et que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis, on voit des grands rassemblements. On s'est dit, mais pourquoi pas le faire en France? Et en fait, sur le territoire français, une manifestation de ce type-là, où on rassemble que les 3 roues, les trikes, ça n'existait pas. Voilà. Et au-delà de nos frontières, ça n'existait pas non plus en Europe. Donc, cette manifestation, au fil des éditions, elle existe depuis 2015, elle est devenue un rendez-vous phare au niveau européen. Là, on a des trikers qui vont faire 5-6 000 kilomètres, faire des road trips de 5-6 000 kilomètres pour venir passer 3 jours avec Extrémain. Ils vont en passer un peu plus parce que c'est aussi l'occasion de faire du tourisme sur le bassin aixois, même plus largement sur le département. Et justement, c'est un festival qui a une portée internationale et ces gens viennent de loin pour profiter de cet événement et puis échanger avec les passionnés, tout comme de trike. Il y aura un petit peu des balades, de ce que j'ai compris, qui vont être organisées pour leur faire découvrir le coin. Qu'est-ce que vous avez prévu comme parcours? Vous avez envie de leur faire visiter quel coin justement de notre belle Savoie? Alors, très concrètement, à leur arrivée, tous les festivaliers vont recevoir un roadbook en format poche, dans lequel on propose 6 balades au total. Donc, tout tourne autour du lac, majoritairement. On va un peu en montagne sur la Chartreuse, les Bauges. On va visiter un autre lac, le lac d'Aiguebelette. Enfin voilà, c'est tous des parcours qui se situent autour du bassin aixois. Voilà, donc 6 balades. Les gens sont libres de les faire. Ils ont un code à scanner et la balade se retrouve sur leur portable ou sur leur GPS. Ils peuvent très bien le mettre sur leur GPS. Et partir faire du tourisme, c'est aussi ça un peu. C'est un sport de loisir. Et effectivement, les gens profitent de ce genre de rassemblement et de festival pour aller visiter dans la région dans laquelle ils sont. D'accord. Et si justement il y a des groupes d'amis où il y en a certains qui sont simplement motards, donc 2 roues, ce sera possible pour eux de suivre les mêmes itinéraires, avoir un roadbook et puis suivre leurs amis en trike? Alors bien évidemment, un triker très souvent est accompagné de bikers, de motards. Ça va avec. Ça va un petit peu avec, c'est un peu la même culture. Donc effectivement, il y a beaucoup de trikers. Là hier, j'avais encore sur Internet, sur messagerie, j'avais des Irlandais qui me disent on vient à 3 trikes et 2 motos. Donc effectivement, beaucoup de festivaliers en trike vont venir avec des amis bikers motards. D'accord. Et en termes de développement, avez-vous d'autres idées en prévision pour ce festival, pour les années futures, pour les prochaines éditions? Alors, les idées, on les fait évoluer, on prend l'expérience de l'année précédente. C'est un festival biannuel, on le fait tous les 2 ans. Effectivement, on le développe. Le concept Trike Fest, il est assez nouveau. Avant, cette manifestation s'appelait Meeting International Triker. Donc déjà, on l'a fait évoluer. On a fait un multi-festival autour de cette manifestation. Et aujourd'hui, je dois vous avouer que les demandes de ce concept de manifestation est plutôt... on est très regardé par nos homologues espagnols, anglais, les pays de l'Est. Ils aimeraient voir ce même type de manifestation chez eux. Donc aujourd'hui, on se demande si on va pas le développer aussi sur d'autres... avoir des relais sur d'autres pays. Ouais. Tout à fait, le développer sur d'autres pays. Là, l'Espagne aimerait le faire. J'ai toute une délégation espagnole qui viennent passer tous ces jours à Aix-les-Bains pour voir l'organisation, me rencontrer et pour pouvoir le faire sur 6 jours, il me semble, leur projet, autour de Madrid. Et c'est excellent ça, un bel événement français qui sert d'exemple en tout cas à nos confrères européens. Qui s'exporte. Exactement, et qui a la volonté et qui aimerait pouvoir s'exporter. Franchement, c'est des super idées, des super nouvelles. Écoutez, merci beaucoup d'être venu partager cette passion du trek avec nous, Gilles. C'était super intéressant. Et puis voilà, j'espère que vous avez découvert un milieu que vous connaissiez pas. En tout cas. Exactement. On vous attend nombreux, chères auditrices, chers auditeurs, le week-end du 31 mai au 2 juin sur l'esplanade du lac. Vous allez en prendre plein les mirettes. Le site est complètement libre et en accès libre. Et il y aura des animations pour toute la famille, puisqu'on a aussi des animations pour les enfants sur le site de l'esplanade.
Eh ben écoutez, génial. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que comme d'habitude, l'Esplanade du Lac va être bien remplie et surtout, elle va être utilisée à très bon escient. Faut pas oublier, qu'il y aura aussi également, je sais plus si vous l'avez dit, mais un petit peu aussi un côté activité et puis manifestation pour les dames, bien sûr. Et puis, dans tous les cas, on peut inciter tout le monde à venir un petit peu déambuler et puis découvrir ces véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas arrêter, et pour pouvoir un petit peu les admirer et ce genre de choses. Tout à fait. Et donc voilà. Je sais pas si tu avais une dernière question, Tom. Non, on vous souhaite une belle réussite sur l'événement qui arrive très vite. Tout à fait. Et puis on vous souhaite tout le meilleur. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous. Au revoir. Faire un petit moment de pause, très rapide, et puis on reviendra pour les chroniques, bien sûr. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et de retour sur les antennes de Radio Grand Lac, on va terminer cette joyeuse émission 9 2 1 partez. On est là pour faire les chroniques de Justine et de Driss. Driss, tu nous as rejoint d'ailleurs. J'ai oublié de te présenter pour la deuxième partie de l'émission. Comment tu vas ? Ça va nickel. J'ai entendu l'initiative des brassards là. Ceux-ci ont fait une bêtise en jetant quelque chose. On est exclu directement du trail. Ah oui, quand on rejette des déchets. J'ai trouvé ça, bien, une belle initiative. Exactement, t'as raison, de toute façon, encore une fois, aujourd'hui, c'est vraiment pas dans l'ADN du sport ou en tout cas du trail de laisser des déchets derrière soi. Écoute, super intervention pour commencer. Bravo, Driss. Et on va pouvoir commencer ces petites chroniques, justement avec Justine, qui va d'abord nous parler un petit peu d'escalade. Oui, il y a 2 semaines, avaient lieu les championnats de France de difficulté féminin et masculin. Et les Chambériennes ont plutôt brillé, puisqu'elles étaient 4 à être qualifiées en finale, alors qu'il y avait que 8 places de disponibles. Et elles ne se sont pas arrêtées à ça, puisque 2 places sur le podium sont au club de Chambéry Escalade. On retrouve Camille Pouget qui décroche une belle 3e place en atteignant la 46e prise et Ina Plasoujiga qui décroche la médaille d'argent en atteignant la même prise mais avec une meilleure performance aux demi-finales. Donc la première place elle est obtenue par Manon Illy qui grimpe pour la Réunion et les 2 autres Chambériennes arrivent quant à elles 7 et 8e. Et chez les hommes, Chambéry n'avait qu'une seule chance en finale, puisqu'il y avait seulement Maël Grenier qui s'est qualifié pour la finale. Il était le premier à grimper et il est arrivé 6e en touchant la 33e prise. Et c'est Lyon Escalade, Lucas Dufraud qui obtient la médaille d'or. C'était encore un super beau week-end de grimpe. Je ne sais pas si quelqu'un a pu regarder un peu les images, mais c'était franchement plaisant à regarder. Non, malheureusement, j'ai pas pu trop regarder, mais en tout cas, toi, on sait que t'as beaucoup suivi, parce que l'escalade, c'est ton truc, donc on peut toujours compter sur toi pour nous rapporter ces belles nouvelles, et puis toujours des bons Chambériens et Chambériennes qui performent en grimpe, ça, on a l'habitude. Tu peux nous parler un petit peu maintenant de Manon Trapp, j'espère que c'est des bonnes nouvelles. Manon Trapp a rejoint la délégation olympique, mais en tant que remplaçante pour le marathon. Donc malgré des performances dernièrement où elle était plutôt dans la douleur, elle peut éventuellement prendre le départ du marathon le 11 août prochain pour les JO. En cas de désistement d'une des 3 autres athlètes sélectionnés. Mais je trouverais ça quand même important de souligner cette place dans la délégation qui annonce que du bon pour les prochaines années de notre athlète à l'entendre sa voix attelée. Exactement, qu'on avait reçu d'ailleurs dans l'émission il y a quelques semaines. Dommage pour elle qu'elle puisse pas se qualifier et être directement sur la ligne de départ tout de suite. Bon, on souhaite pas du malheur aux autres concurrentes, mais ce serait bien effectivement de pouvoir retrouver Manon au départ de ces JO à Paris. On lui souhaite en tout cas une bonne préparation avec le groupe olympique. Et puis là, on va parler quand même d'un sacré exploit. Et puis il nous en a déjà fait par le passé, mais là, le cycliste aixois, il fait de belles choses sur le Giro. Et oui, Valentin Paré-Peintre, l'Aixois remporte sa première grosse victoire chez les pros mardi en arrivant premier sur la 10e étape du Giro, le fameux Tour d'Italie. À 23 ans, il signe la seconde victoire d'étape française depuis le début de cette édition. Et d'ailleurs, je tiens à rajouter qu'aujourd'hui, 3e victoire française
avec Alaphilippe. Excellent. Mais voilà, encore une petite fierté pour Aix-les-Bains à souligner aujourd'hui. Exactement. Et ben justement, comme il est originaire d'Aix-les-Bains, on vous garantit rien, mais on va essayer de l'avoir dans l'émission pour les prochaines semaines. C'est pas fait, mais on va tout donner en tout cas pour recevoir Aurélien. Ce serait génial de pouvoir l'avoir avec nous et puis discuter cyclisme. Cyclisme qu'on n'a pas encore pu faire d'ailleurs dans l'émission cette année, donc pourquoi pas avec lui. On termine rapidement par une épreuve, ou en tout cas une discipline qu'on n'a pas du tout évoquée cette année, gymnastique rythmique. Oui, un sport dont on parle pas souvent effectivement, mais Chambéry accueillera les championnats de France de gymnastique rythmique en équipe le dernier week-end de mai, donc du 24 au 26 mai, au phare de Chambéry. Donc c'est l'occasion de découvrir un sport à travers une bonne compétition quand même. Donc pour assister à un jour de compétition, le tarif il est de 18 €. Pour 2 jours, c'est 30 € et pour 3 jours, c'est 35 €. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à aller peut-être faire un tour là-bas si c'est possible, parce que je trouve que c'est un sport dont on parle pas beaucoup, mais qui peut être intéressant à découvrir, surtout sous la forme d'une grosse compétition. Exactement. Ben voilà, vous savez, si vous avez envie de bouger un petit peu ce week-end, ce que vous pouvez faire. Merci beaucoup, Justine. Pas ce week-end, le week-end d'après. Le week-end d'après, pardon. je suis déjà sur la suite, pardon. Merci beaucoup, Justine, pour cette chronique. Avec plaisir. Et on passe à Driss, bien sûr, qui va nous parler de nos équipes locales qui performent, ou peut-être un peu moins, on va voir, avec tout d'abord un petit mot du FC Annecy. On va commencer par une bonne note. Enfin, Annecy est maintenu en Ligue 2, on attendait, et excellent. on l'a officiellement. Il reste un petit scénario, mais 3 devraient passer en commission pour les débordements qu'ils ont eu au match à domicile chez eux, où il y a eu 2-3 débordements avec des supporters. Mais pour faire le bilan d'Annecy, après une première partie de saison et même un début d'année 2024 très compliqué, nos rouges et blancs se sont réveillés, notamment au moment où Laurent Guyot était en instance de limogeage. Et on a vu un groupe, un bon état d'esprit qui s'est relevé. La solidarité a réveillé ce groupe. Et c'est sûrement la plus belle histoire, je pense, dans les sports co cette saison pour nos clubs savoyards et hauts-savoyards. On est content quand même d'une 15e place qui reste quand même sur la fin un peu décevante, mais avec pas mal de réveil, et on pense que l'année prochaine va être meilleure. On pourrait penser que Annecy jouerait le haut de tableau l'année prochaine, on l'espère en tout cas. On peut clairement dire qu'au final, on avait un petit peu peur, mais cette deuxième saison dans l'élite du football français, en tout cas dans le deuxième échelon élite du football français, ça fait office de confirmation que Annecy est à sa place et qu'ils peuvent essayer de jouer plus gros la saison d'après, à voir ce qu'ils vont faire pour le mercato, et à voir si Laurent Guyot va réussir à capitaliser sur cette fin de saison vraiment, vraiment bien réussie. On avait eu pas mal de craintes l'été dernier, on en reparle encore, mais des problèmes avec la DNCG, etc. Et Annecy est resté très fort, que ce soit au niveau du staff, au niveau de la direction et sur le terrain. C'est un sursaut qui a été vraiment rempli de surprises, et on les a vus enchaîner les victoires et prendre même des victoires justement face à Rodez, qui est un peu l'équipe du moment en ce moment en Ligue 2, qui va sûrement jouer les barrages. Et par contre, ils se sont inclinés contre Angers le week-end dernier, mais Angers joue la montée en Ligue 1 sans les barrages, donc une équipe du haut tableau qui vise la deuxième place. Ouais, effectivement, c'était un peu compliqué sur ce genre de match, mais en tout cas, belle fin de saison du FC Annecy. Dernier match contre 3 ce week-end. Génial. Le rendez-vous, il est donné. Ce sera à domicile, à l'extérieur ? Ce sera à domicile. Très bien. Et rendez-vous au Parc des Sports d'Annecy alors pour suivre les rouges et blancs. On parle un petit peu du Chambéry Savoie Football ? Exactement, qui a su décrocher sa finale lors de la dernière journée. Ils sont allés s'imposer à Dessines contre la réserve de l'OL. Ils ont pris 6 points sur 6 face à la réserve de l'OL, donc à domicile et à l'extérieur. Trop bien. Ils s'accordent une finale contre Lyon-la-Duchère. Ils se sont imposés 3-2 après avoir été menés 2-0. Dans les 20 dernières minutes, Taravel, Decol et Volic marquent pour donner la victoire à Chambéry. Ils joueront du coup la Lyon-la-Duchère pour savoir qui des deux équipes finira deuxième. Une victoire on espère une victoire pour parachever cette saison qui a été remplie de performances aussi. On le rappelle, un beau parcours en Coupe de France qui s'est arrêté contre Toulouse au stade municipal. Donc c'est une belle saison pour le CSF qui l'année dernière avait été dans les bas-fonds de cette poule de N3.
Oui, exactement. Le CSF qui nous fait une super saison et on va les suivre en tout cas pour cette dernier match, cette belle finale face à Lyon-la-Duchère. Et on va terminer cette page foot avec un petit mot du ex-football club, pardon. Exact. Les week-ends se passent à Aix, mais ils ne se ressemblent pas. On s'était quitté le 27 avril dernier avec une victoire contre la Tour Saint-Clair, excusez-moi. Mais se sont inclinés samedi dernier face à Rhône-Vallée qui est deuxième, 5-2, donc une grosse défaite. Mais on va essayer pour Aix de finir sur une bonne note malgré que ça soit difficile parce qu'ils vont jouer les premiers Cessinais samedi à 18h. Ça sera compliqué parce que Cessinais joue le titre et c'est sûrement le match du titre pour eux. Donc on espère quand même qu'ils pourront un peu les embêter et pourquoi pas leur gâcher la surprise qu'ils ne soient pas champions à Aix-les-Bains. Ouais, écoute, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, hein. Serrer les dents et on va espérer pour eux qu'ils terminent cette saison sur une bonne note. Donc voilà, un petit coup, on reste avec Aix-les-Bains, mais on parle de basket cette fois-ci avec Aix-Maurienne. La fin de saison pour Aix-Maurienne, un petit bilan, une saison pas mal mitigée, mais une victoire à l'extérieur pour finir cette saison contre Orléans, plus 5. Ils finissent 14e sur 18. Malheureusement, Aix-Maurienne, chaque saison ils se font un peu peur, puis ils se réveillent et arrivent à se maintenir. La saison prochaine, on espère qu'ils arriveront à titiller peut-être les places du play-off pour ensuite avoir un parcours. On sait que il y a le potentiel, il y a l'équipe et l'engouement autour de cette équipe peut être encore plus grande et les performances suivront. Exactement, espérer en tout cas des premières parties de tableau dès la saison prochaine pour lancer une belle dynamique au sein du club d'Aix-les-Bains. Et on va parler handball pour terminer. Le hand de Chambéry, la team Chambé, comment ça se passe? Alors, on s'était quitté avec un petit espoir d'Europe. Exactement. Malheureusement, ils sont allés à Nantes et on sait que Nantes est deuxième de Star League, donc un challenge difficile. Ils se sont inclinés -4, donc une assez grosse défaite. Mais il reste peut-être un espoir, mais ils sont à 7 points de Toulouse, dernier européen, donc la marche sera un peu plus grande. Mais on espère quand même une bonne fin de saison. Il reste 3 journées. Il y a pas mal d'équipes qui sont un peu dans la deuxième partie de tableau, donc pourquoi pas finir fort avec des victoires. Mais on sait que le Chambéry Savoie Football handball, on n'est pas forcément à sa place et on espère que la saison prochaine ils arriveront à décrocher ces places européennes. Exactement, on espère un petit faux pas de Toulouse, un match nul, une petite défaite et puis on y croit encore. De toute façon, il y a que ça, il nous reste l'espoir et ce serait vraiment récompensé une fin de saison du côté de la team Chambé où ils ont quand même fourni beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de bons résultats par rapport à ce début d'année qui n'était pas franchement au niveau de ce qu'on avait pu voir la saison dernière avec leur 4e place. Et puis on aurait espéré un peu mieux parce que en étant éliminé de la Coupe de France assez tôt au premier tour, tu te dis que tu peux te concentrer sur la Star League. Malheureusement, ça n'a pas payé, mais on espère mieux pour notre handball. Exactement. Écoute, merci Idriss pour cette chronique. Merci à toi. Et on va pouvoir se quitter, terminer cette belle émission. Moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie Tom encore une fois pour sa première dans l'émission. J'espère que ça t'a plu. Oui, vraiment un grand merci à toute l'équipe de m'avoir accueilli et puis de me donner cette chance. Et j'ai hâte de débuter cette nouvelle aventure à vos côtés. Un grand merci. Merci Tom, c'est gentil. Merci à Justine d'avoir été avec nous. Merci pour ta chronique. Toujours un grand plaisir d'être ici tous les jeudis. Enfin, un jeudi sur 2. Un jeudi sur 2, exactement. On aimerait plus, tu vois. On sent l'ambition là dans la voix de Justine. Merci Driss pour encore une fois cette chronique impeccable. Et merci à toi de présenter cette émission. C'est gentil, merci beaucoup. On se retrouve encore une fois à même endroit, même heure, à dans 2 semaines. Et bonne soirée sur les antennes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.